L'homme présenté comme l'un des plus grands imposteurs du XXe siècle n'a peut-être jamais été ce génie du mensonge qu'on nous a vendu. Pendant des décennies, une histoire spectaculaire a été répétée sans être sérieusement vérifiée. Et quand on regarde les faits, une question dérangeante s'impose. Et si le plus grand mensonge avait été l'histoire elle-même? Ce qui est certain, c'est qu'au début des années 1960, Franck Abagnale est un adolescent en rupture. Il a 16 ans, ses parents divorcent, il fugue, il se retrouve seul, sans diplôme, sans argent, sans réelle perspective. Contrairement à la légende, il n'est ni un surdoué, ni un maître du déguisement. Il est surtout débrouillard, opportuniste et prêt à raconter n'importe quoi pour survivre. La réalité documentée est beaucoup plus modeste que celle racontée plus tard. Abagnale commet effectivement des fraudes, mais à petite échelle. Il détourne des chèques, principalement en exploitant les failles bancaires de l'époque. Les contrôles sont faibles, les systèmes sont manuels. Il profite du chaos administratif plus que de son intelligence supposée. L'idée qu'il se serait fait passer pendant des années pour un pilote de ligne est largement exagérée. Aucune compagnie aérienne n'a jamais confirmé qu'il avait été officiellement employé comme pilote. Les registres ne correspondent pas. Les périodes ne collent pas. Les vols qu'il prétend avoir effectués n'apparaissent nulle part. Tout au plus, il aurait parfois voyagé en profitant de billets gratuits ou d'uniformes empruntés, sans jamais piloter un avion. Même chose pour les métiers prestigieux qu'il revendique ensuite. Médecin, avocat, professeur. Ces récits reposent presque exclusivement sur ses propres déclarations, souvent faites des décennies plus tard, sans preuves indépendantes, solides. Quand des journalistes et des chercheurs ont tenté de recouper les faits, ils se sont heurtés à des contradictions constantes, dates incompatibles, lieux impossibles, diplômes inexistants. La partie la plus romancée concerne aussi la poursuite du FBI. Dans la version populaire, un agent obstiné traque Abagnale à travers le monde pendant des années. En réalité, les archives montrent une enquête bien moins spectaculaire. Pas de jeu du chat et de la souris permanent, pas de relation quasi-filiale. Abagnale est arrêté relativement vite, puis incarcéré. Il passe plusieurs années en prison, notamment en France, dans des conditions difficiles, loin de l'image glamour. Après sa libération, il parvient effectivement à travailler avec les autorités américaines. Mais là encore, son rôle est souvent gonflé. Il n'est pas un architecte central de la lutte contre la fraude bancaire. Il intervient comme consultant, donne des conférences, capitalise surtout sur sa réputation déjà construite. C'est précisément cette réputation qui intrigue Hollywood. L'histoire est parfaite sur le papier. Un jeune homme brillant, des identités multiples, une course-poursuite internationale, un agent de la loi obsédé, un père absent en toile de fond. Tout est là pour un récit initiatique séduisant. Le film fait alors des choix clairs. Il simplifie, il condense, il embellit. Les arnaques deviennent sophistiquées, les déguisements impeccables, les dialogues spirituels. La relation avec le FBI devient émotionnelle. Le héros n'est plus un fraudeur opportuniste, mais un prodige incompris, presque sympathique. Surtout, le film transforme Abagnale en personnage de conte moderne. Un escroc, oui, mais sans véritable victime visible, sans conséquences lourdes, sans la banalité administrative de la fraude réelle. Le spectateur ressort fasciné, pas mal à l'aise. Le problème, ce n'est pas que le cinéma prenne des libertés, c'est que pendant longtemps, personne n'a vraiment remis en cause la parole de l'homme au centre de l'histoire. Abagnale a raconté sa vie pendant 40 ans. Livres, conférences, plateaux télé. Et très peu de journalistes ont pris le temps de vérifier sérieusement ses affirmations. Quand ils l'ont fait, tardivement, le mythe a commencé à se fissurer. Non pas parce qu'il n'avait rien fait, mais parce que l'écart entre la réalité et le récit était immense. Ironiquement, l'homme célèbre pour avoir menti aurait peut-être menti sur l'essentiel. Cette histoire dit quelque chose de troublant sur notre rapport à la vérité.
nous aimons les récits propres, les génies solitaires, les hors-la-loi charismatiques. Et parfois, nous préférons une bonne histoire à une histoire vraie. Alors la question reste ouverte. Si le mensonge est raconté assez longtemps par la bonne personne au bon moment, finit-il par devenir une vérité culturelle? Et surtout, combien d'autres histoires que nous croyons vraies reposent sur des récits jamais vraiment vérifiés?